Chers auditeurs de Mincir Stop à la torture, bonjour. Donc, je suis aujourd'hui à Nantes avec Rosemarie Richon. Donc, bonjour Rosemarie. Bonjour, bonjour à tous. Alors Rosemarie, donc, tu es écrivain, tu es fondatrice de la méthode qui s'appelle Réconciligne, Oui. Et tu es également naturopathe et réflexologue. Oui. Et quoi encore? Qu'est-ce que j'ajoute? Et maman. Et maman, C'est oui, mignon. tout à fait. Donc tu gères tout ça en fait, tout ça c'est un peu la résultante de ton parcours de vie, puisque, alors tu vas me dire si je me trompe, mais ta méthode Réconciligne, c'est une méthode qui accompagne les femmes dans la perte de poids à s'assumer pleinement en fait. Oui, alors à se réconcilier avec leur corps, avec leur tête, avec leur cœur, pour pouvoir d'abord être dans l'acceptation de ce qu'elles sont à l'instant où elles veulent commencer à mincir, parce que sans quoi ça débute jamais vraiment. Et puis amener un vrai changement dans leur vie, parce que en fait, souvent la minceur c'est l'objectif, mais derrière cet objectif il y a des objectifs plus grands. Et dans la réalisation de soi, et c'est vraiment là que j'ai envie de les emmener, dans cette métamorphose. Et donc c'est ces clés que tu retranscris, donc voilà, Rosemarie Richon est l'auteur du livre Des clés pour l'amour de soi, donc c'est à la fois ton parcours personnel et ces clés que tu transmets dans cet ouvrage. C'est une partie des clés, parce que le livre a été écrit il y a quelques années, donc il y a encore plein de choses qui ont évolué, et plein de nouvelles clés que j'ai essayées, et faites essayer à mes clientes, mais en tout cas c'est la philosophie, oui. D'accord. Alors moi j'aimerais qu'on commence, il y a une petite phrase qui m'avait, que j'ai notée, tu vois, j'ai mis plein de petits post-it. Alors à mon sens, si on n'a pas d'amour de soi, on peut bien essayer toutes les méthodes de la Terre, à un moment donné, on sera rattrapé par ce manque. Alors pour moi c'est une évidence, c'est quelque chose à quoi se heurtent beaucoup les personnes qui veulent mincir, parce que effectivement on va dire qu'aller vers une forme de santé du corps et puis d'esthétisme du corps, c'est ce qu'il y a de mieux pour elles. Et pourtant il y a quelque chose à un moment donné qui va les rattraper, qui va les faire trébucher, qui va faire qu'elles vont faire quelque chose qui va être négatif pour elles. Et l'estime de soi, c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait des vrais choix positifs tout le temps, et on sait être à l'écoute de ses émotions autrement qu'en mangeant. Donc tu veux dire, on apprend, donc on mène son objectif de perte de poids, et à côté de ça, il y a tous les besoins du corps émotionnel et mental qui rentrent en jeu. C'est clair, parce que si on n'est pas à l'écoute de soi, on va réussir sur un temps, alors suivant la force du mental, on va réussir sur 3 jours, 3 mois, 6 mois, 3 ans, mais en se contraignant. Et pour moi, la contrainte, bien sûr qu'il faut toucher à l'assiette pour mincir, mais ça ne se fait pas par la contrainte, ça se fait par le choix de ce qu'il y a de mieux pour soi. Et le choix de ce qu'il y a de mieux pour soi, il faut commencer par l'amour de soi. Voilà. On va parler d'un beau sujet aujourd'hui. Alors comment on commence par s'aimer? Parce que tu dis, l'amour de soi, c'est pas de l'égoïsme. Ah non, c'est tout le contraire, c'est même très altruiste l'amour de soi, parce que si vous vous aimez correctement, vous allez pouvoir donner aux autres correctement aussi. Quand on ne s'aime pas, c'est un petit peu comme si on voulait servir à boire à ses proches, aux gens qu'on aime, mais qu'on n'avait pas rempli le guichet d'abord, la bouteille. Et donc il faut d'abord remplir sa propre bouteille, boire, servir les autres bien évidemment, et quand la bouteille commence à se vider, on la re-remplit avant de continuer à servir les autres, sans quoi on finit par... sans quoi ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment prendre soin de ses besoins en priorité. En priorité. D'accord. Et c'est vrai que souvent les femmes, je travaille beaucoup avec les femmes en surpoids, on se soucie de l'autre beaucoup. Elles sont souvent très généreuses, tout à fait. Mais si elles sont épuisées, vidées, eh bien elles compensent souvent avec de la nourriture ce vide intérieur. Et donc nos besoins, tu en identifies plusieurs. Donc dans le livre, tu dis qu'il y a les besoins de la tête, il y a les besoins du corps et il y a les besoins du cœur. Donc tout ça, comment on les identifie? Comment on se familiarise avec ces besoins? Comment on travaille là-dessus au quotidien? Comment tu fais? Alors l'idée, c'est de toujours... tendre vers le fait de se donner ce qu'on sait être le meilleur pour soi, pas ce qu'on croit. Ce qu'on croit, c'est le produit de notre éducation, c'est le produit de la publicité, c'est le produit de croyances anciennes. C'est ce qui nous influence en fait. Voilà, tout ce qui nous a influencé, tout ce qui nous a formaté, et qui fait que si on est en recherche de bien-être, c'est que ça ne correspondait pas à nos besoins profonds. D'accord.
Donc ça passe par la connaissance, par l'apprentissage de ce qui est bon pour soi, et en tout cas par la recherche. Donc c'est quelque chose qui peut être fluctuant pour déterminer ce qui est bon pour soi. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, dans ses connaissances, qu'on confronte ses croyances, on peut en garder certaines, et puis on peut sortir aussi du format qu'on nous a imposé quand on était plus jeune ou moins instruit. Et donc, les besoins du corps, pour commencer, moi je commence toujours par là. Après, on les amène parfois aux étages où on peut les amener. On commence par où on peut, mais si on veut les classifier, je vais commencer par les besoins du corps. Donc il y a le besoin effectivement d'une alimentation saine, mais pas tant parce que c'est bien ou parce que ça fait mincir, c'est juste parce que ça amène de l'énergie et que si on n'a pas cette énergie, on ne peut pas faire ce qu'on a décidé de faire dans la vie. Et tu fais bien une différence entre l'alimentation énergétique et l'alimentation qui est décrite parce que ce sont une alimentation réglée, j'ai envie de dire. Tout à fait. D'accord. Pour moi, une alimentation doit être vivante. On peut mincir avec des sachets hyperprotéinés qui vont être complètement vides d'énergie. Il y aura des calories, il y aura des choses dedans, mais il n'y aura pas de vie. Et pour moi, une alimentation, elle se doit d'être vivante, elle se doit de correspondre aux besoins de notre tube digestif, aux besoins de... Parce que quand on mange, on oublie un petit peu, mais en fait, l'objectif, c'est de nourrir la cellule pour que la cellule fonctionne à plein régime. Tout à fait. Donc voilà, ça va être ce besoin-là, ça va être le besoin de mouvement, ça va être le besoin d'oxygénation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la meilleure alimentation du monde, si vous ne vous oxygénez pas, ce qu'on appelle le cycle de Krebs, c'est-à-dire la cellule qui va fournir sa propre énergie, ça ne fonctionne pas non plus. Donc voilà, le mouvement, l'oxygénation, le sommeil. Le sommeil, c'est un besoin absolument vital. Donc c'est vrai que chez les personnes qui ont des problématiques de poids, on sait que si on n'arrive pas à régler cette question de sommeil, à un moment donné, on va toujours trébucher. Là, tu le dis dans ton livre, à un moment tu dis, j'ai remarqué que... toi-même tu as perdu du poids, tu as mené tout un parcours, que les moments où tu es fatigué, c'est les moments où tu es sensible sur peut-être de la nourriture compulsive ou sur l'irritabilité, et que tout ça, ça te tire plutôt vers le bas. Donc c'est à toi de prendre la responsabilité de ce besoin. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a souvent, parce que les personnes qui portent le masque, des kilos en trop, sont souvent des personnes très sensibles, sont sensibles aux émotions, mais elles sont sensibles aussi énergétiquement, effectivement, à la qualité du sommeil. Et moi, je sais que quand je suis 2-3 jours sans dormir, alors en tant que maman, ça peut arriver, mais aussi pour d'autres raisons, et bien, je sais que là, je suis en terrain miné par rapport à mon hygiène de vie et par rapport à mes besoins. Parce que quand je suis fatiguée, je ne raisonne plus avec ma tête. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui doit être en danger et qui va chercher des vieux réflexes archaïques, et manger en fait partie, entre autres. Donc tous les auditeurs qui regardent la vidéo là 23h, allez au lit. Voilà. Surtout, respectez vos besoins à vous en termes de sommeil. Alors ça, c'était les besoins du corps. Tu dis qu'il y a les besoins de la tête et du cœur aussi. Ouais. Donc, alors dans les besoins de la tête, il y a le besoin de sécurité. Alors on pourrait le placer partout, le besoin de sécurité, bien évidemment. Mais disons que c'est vraiment notre mental qui en a le plus besoin, parce que parfois on se sent en insécurité alors qu'on ne l'est pas. Si tu as le loisir de dire est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je suis pas en sécurité, c'est que déjà tu l'es, parce que tu n'as pas un ours blanc qui va arriver et te manger tout de suite là. Donc c'est vrai que c'est des questions, c'est un peu des questions de riches, de se dire est-ce que je suis ou pas en sécurité. La plupart du temps on l'est, mais on n'en a pas la sensation. Donc il y a tout un travail de lucidité. Et puis de construction de sécurité intérieure, parce que c'est évident que là aussi on parle de l'estime de soi, mais la sécurité intérieure, si elle n'est pas construite, en règle générale, le geste archaïque de porter à la bouche pour se sécuriser, il revient vite aussi. Donc ça a l'air simple comme ça, mais ça ne l'est pas. C'est quelque chose qui demande vraiment une attention particulière dans l'accompagnement. Et je pense que c'est un travail de toute la vie, parce que la vie, sans parler d'insécurité, c'est changement. Donc la vie, c'est mouvement. C'est toi qui dis ça d'ailleurs, trouver son équilibre dans le déséquilibre, je crois. Alors je ne sais plus si c'est de moi, mais je le dis souvent. J'aime bien cette petite phrase. On a ça en commun, je l'ai noté parce que
c'est vrai qu'au final, la vie fait qu'évoluer et notre but, c'est toujours de retomber sur nos pattes un petit peu parce qu'on ne peut pas exiger que la vie ne bouge pas, enfin, qu'elle soit stable. C'est ça, la vie, c'est le mouvement, tout bouge dans la vie et la cellule, elle bouge, elle vibre. Alors, c'est quelque chose qu'on voit bouger à l'œil nu, hein, mais la vie est mouvement. Et donc c'est vrai que quand on démarre le développement personnel ou quand on commence un travail sur soi, on a été mal en règle générale avant, on commence à être bien, puis là on se dit, là attends, je suis bien, je bouge pas. Et ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a toujours un événement, il y a toujours quelque chose qui se passe qui amène ce déséquilibre. Et oui, il faut retrouver une forme d'équilibre dans ce déséquilibre. Et c'est quand on est capable de cette souplesse, de cette adaptation, en général, on sait qu'on va vraiment bien. Voilà. D'ailleurs, tu dis que cette notion-là, elle passe par prendre la responsabilité de sa vie. Voilà. Et toi, je crois que 2 fois, tu as choisi la vie. Il y a eu à ta naissance, parce que on va en parler tout à l'heure, tu dis que c'est le bébé qui déclenche l'accouchement. Ouais. Et puis un deuxième épisode qui t'est arrivé dans ta vie, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, et il y a un moment, tu as eu le choix, et quand tu as dit non, la mort, j'en veux pas, je vais m'ouvrir à la vie. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça ? Oui, j'avais fait une promesse à mon grand-père à l'âge de 5 ans. Alors c'est un petit peu bizarre, ça peut vous sembler un petit peu bizarre, mais en fait, voilà, il y avait un voisin de mon grand-père qui s'était suicidé, un jeune. Et j'étais là ce jour-là, on était là avec mon frère. Et bizarrement, il n'y a qu'à moi qui l'a demandé, donc ça peut être une forme d'instinct. Suite peut-être à des questionnements que j'ai eus, je ne me souviens pas très très bien. Vraiment, je me souviens vraiment qu'il m'ait fait promettre de ne jamais faire ça. Et donc, un jour, dans mon âge de jeune adulte, après une grosse déception amoureuse, j'ai eu vraiment envie de passer à l'acte et de me suicider. Et au moment où j'étais au volant de ma voiture, j'allais donner le coup de volant, je me suis entendue promettre, quoi. Et donc j'ai arrêté la voiture. Et pendant des années, ça a duré des années, j'avais le portrait de mon grand-père et je passais devant lui comme ça, je disais ouais super, ok, je suis là, ok, je fais quoi ? Je fais quoi avec ça ? Mais j'avais cette contrainte de me dire, de toute façon j'ai pas le choix, il faut que je suis là. Donc puisque je me donne pas le choix que de ne pas être là, il faut que je trouve les meilleures solutions possibles pour que ça se passe bien. Et ça a été ma quête et ça l'est toujours. De jamais être dans jamais accepter l'inconfort. Et encore aujourd'hui, comme la vie c'est le mouvement, il m'arrive d'avoir des inconforts. Et quand ces inconforts durent plus de 3 jours, je me mets en quête d'une solution absolument. Et c'est ce qui fait que je vais bien aujourd'hui. Et tu as choisi la vie et dans les meilleures conditions possibles, ça tu le dis. Voilà, c'est clair. Ok. Et puis justement, tu disais on choisit tous la vie aussi, parce que prendre la responsabilité de sa vie, tu le décris dès le moment de la naissance. Alors, moi je te laisse le raconter, parce que j'adore. Qu'est-ce qui se passe au moment de la naissance ? En fait, quand je parlais de l'intérêt d'avoir de la connaissance, pour moi ça a été un intérêt vital aussi. Parce que quand j'ai commencé à apprendre la physiologie pour mon métier de naturopathe, je me suis rendu compte que c'était l'enfant, enfin le fœtus à l'intérieur du ventre de sa mère, qui déclenchait la sécrétion d'ocytocine pour déclencher l'accouchement. Pour venir à la vie. Pour venir au monde. Et donc ça veut dire que, alors bien sûr c'est un acte inconscient, on est bien d'accord, mais que du plus profond de nos cellules, on décide, dans des conditions normales d'accouchement, de choisir la vie. C'est-à-dire qu'on décide du plus profond de nos cellules, alors qu'on est bien douillé dans le ventre de sa mère, au chaud, nourri, logé, blanchi, on décide d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté en ne sachant pas si ça va continuer. Et ça, c'est une pulsion de vie. Et ça, c'est le mouvement de la vie. C'est-à-dire que dans les besoins du cœur, il y a le besoin d'expériences nouvelles. Et pour moi, ce besoin d'expériences nouvelles, il est imprimé à l'intérieur de nous. Alors, il y a la tête qui dit « Oh là là, attention, moi j'ai besoin de sécurité, je préfère quand c'est bordé, quand je connais et tout ça. » Mais là, on a vraiment besoin d'aller voir autre chose, la nouveauté, parce que dans l'expérience nouvelle, même parfois quand elle est désagréable, il se construit autre chose, on grandit. Et en fait, au-delà de l'expérience nouvelle, c'est le besoin de croître qui est derrière ça. Et c'est la magie de la vie, quoi.
Ouais, je reste sans voix. C'est aussi ce que je trouve que c'est un beau message que tu dis parce que il y a donc le jour où on va naître et puis ensuite la vie fait qu'on va rencontrer des choses qui sont certaines agréables, d'autres difficiles. Mais tu expliques aussi dans ton livre, donc ce que tu appelles la résilience, c'est que quoi qu'il se passe de toute façon, on a, enfin je sais pas si je l'exprime bien, mais on a en nous les ressources de pouvoir y faire face parce que de toute façon à la base c'est nous qui avons choisi cette vie. Oui, alors Boris Cyrulnik a beaucoup parlé de ce phénomène de résilience. Lui dit il faut avoir reçu un minimum d'amour. C'est-à-dire qu'il faut avoir eu cette sensation d'être nourri à minima quand même. Mais on va dire que 99% des gens ont eu ce minimum, même si c'est très très peu, ce minimum sur lequel ils peuvent retricoter quelque chose de l'ordre de la construction. Alors, c'est des constructions souvent, comment dire, ça va être vraiment individuel, ça va être vraiment, c'est des œuvres d'art en fait. C'est-à-dire qu'on est dans la singularité, c'est-à-dire qu'on va se construire avec des bleus, des bosses, mais au final, si on arrive à retricoter avec de l'amour, eh bien, ça peut donner quelque chose de très beau. Et Boris Cyrulnik en est l'exemple, hein, parce qu'il a quand même vu ses parents être déportés, on lui a demandé de se cacher, de cacher son nom, son identité. Toutes les années de construction, il les a vécues dans le mensonge. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait du bien au monde. Alors, il est peut-être pas, je ne le connais pas personnellement, il me dit lui-même qu'il n'est pas toujours youpi tralala, mais en même temps, c'est formidable qu'il ait vécu tout ça pour aboutir à ce message-là et à aider autant de gens. Donc, c'est ce que tu dis aussi dans les problèmes. Peut-être pour des personnes qui nous regardent, qui sont engluées, j'ai envie de dire, dans la boulimie, dans les troubles alimentaires, et de se dire que tout ça, on peut en sortir et qu'il n'y a rien d'insurmontable au final. C'est sûr. Il y a une issue à tout ça. On peut en sortir. Moi, j'ai vu beaucoup de gens en sortir. J'en suis sortie moi-même. Moi, je me levais le matin, je ne pensais que à ce que j'allais manger ou ne pas manger. Et je finissais par avaler le volume d'un caddie, un demi-caddie des fois. Mais c'était la lutte permanente pour ne pas manger, et puis après l'obsession de manger, et puis après le dégoût d'avoir mangé. Ça meublait la journée, hein, mais c'était très fatigant. Et aujourd'hui, tu es sortie de tout ça. Je suis sortie de tout ça, et mes préoccupations, elles sont des préoccupations de vie. Ben, on en revient au besoin, parce que tu me disais que la boulimie, c'est une pathologie du manque. C'est une pathologie du manque, c'est une pathologie de beaucoup de la séparation, la blessure de séparation. La blessure de séparation. Alors c'est, si je ne me trompe pas, pour que les auditeurs puissent suivre, c'est ce qui se passe au moment de la naissance. Enfin, du moins quand le bébé grandit et s'aperçoit qu'il n'est pas... Alors moi je crois qu'on est très très marqué par notre empreinte de naissance, par la façon dont on vient au monde et par le ressenti, même s'il est inverbalisable, par le ressenti qu'on a pu avoir de cette arrivée au monde. Et c'est vrai que ce conflit de séparation, je ne connais pas une personne, alors peut-être que ça existe, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais pas vu passer une personne dans mon cabinet qui n'ait pas ce conflit de séparation hyper actif. Et cette sensation d'être seule, abandonnée, vide, etc. Et quand on prend la responsabilité de sa vie, quand on prend la responsabilité d'avoir déclenché cette séparation, on se rend compte que cette séparation, c'est qu'une expérience, et que plus on va accepter complètement cette expérience, plus on va être capable d'être dans le lien à l'autre. D'accord. C'est-à-dire que si tu ne te sépares pas vraiment de ta mère, ça va être compliqué de rencontrer un amoureux, par exemple. Et d'avoir une relation pleine. Et de toute façon, oui, comme tu dis, cette séparation qui est obligatoire au début, qu'on a choisi, puisque c'est nous qui choisissons de venir à la vie. Et tu expliques, alors je ne sais pas non plus si je le formule bien, mais pour les bébés qui sont prématurés, que cette blessure de séparation, elle peut être peut-être un peu trop vécue intensément ou trop présente dans leur vie d'adulte. C'est violent. C'est violent. C'est violent. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui sont des enfants prématurés, ou qui ont des naissances assez bizarres. Est-ce qu'il y a un lien aujourd'hui qui est établi entre ces deux faits, vraiment scientifiquement? Scientifiquement, je ne le connais pas. Moi, c'est de l'observation. D'accord. Voilà. C'est ce que tu constates avec toutes les femmes que tu accompagnes. C'est-à-dire que moi, j'y ai prêté attention, puisque j'étais moi-même prématurée d'1 mois avec une naissance un petit peu précipitée, un peu violente.
voilà, ma mère avait pris des coups dans le dos par mon petit frère, par mon grand frère, pardon, qui faisait un caprice. Et donc, je suis arrivée un mois avant. Donc couveuse à l'époque, en plus c'est vrai que voilà, ça s'est quand même beaucoup amélioré l'accueil de l'enfant prématuré, mais c'est vrai que couveuse on pouvait pas passer les mains pour faire des câlins à l'époque. Donc d'autant plus de blessures de séparation. J'imagine, et en tout cas c'est vrai que c'est ce qui m'a fait y prêter attention. Quand je rencontre des femmes, je pose toujours la question, et la réponse est souvent autour de ça. Ouais. Rosemarie, je suis née à la ventouse. On m'a attrapée à la ventouse, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que c'est pas très doux. Est-ce que ça voulait dire j'ai mis la tête dehors et au final il faisait trop froid, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Possible. Bah, y a bien sûr, je veux dire, dans l'empreinte de naissance, alors si ça vous intéresse, il y a un livre super de Jean-Philippe Brebion qui s'appelle L'empreinte de naissance et qui explique un peu toute la symbolique aussi et toutes les marques qu'on peut en garder. C'est très intéressant parce que tu es la première personne que j'interviewe qui lit aussi donc, tout ce comportement alimentaire aussi à la naissance. Et je crois effectivement qu'au niveau de l'inconscient, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là de notre vie. C'est quand même une étape qui doit être assez traumatisante dans le sens qui est dans notre inconscient au final. Alors qui est vrai pour tout le monde, et tout le monde n'a pas de trouble du comportement alimentaire. Oui aussi. Donc c'est bien le ressenti qui compte. Et on en revient toujours là. J'avais un prof de naturopathie que j'aimais beaucoup qui s'appelait Philippe Dargère et qui disait mais ton ressenti est toujours vrai. C'est-à-dire que quand vous recevez par exemple une famille, moi ça m'est arrivé d'avoir plusieurs personnes d'une même famille et d'avoir des enfants qui disent moi ma mère elle m'aime pas, vous recevez la mère et la mère elle adore son enfant et c'est juste la communication qui passe pas, le ressenti. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être conseiller aux personnes qui sont en ce moment dans des troubles de l'alimentation, peut-être qui n'arrivent pas à communiquer sur leurs problèmes, à la personne et puis à la fois peut-être à l'entourage? Qu'est-ce que tu conseilles pour les aider à sortir de la boulimie ou des troubles du comportement? Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de lire des parcours inspirants, de gens qui ont réussi à sortir pas forcément que de la boulimie. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait du bien et ça permet aussi de se mettre dans le mimétisme. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas comment faire, moi j'ai toujours appris à imiter les gens qui réussissaient. Et puis finalement, ça devient une deuxième nature. Donc oui, lire, c'est quelque chose qui peut être très nourrissant. Et moi, mon premier pas dans la résilience, ça a été un livre de Catherine Ben Saïd, qui s'appelle Aime-toi, la vie t'aimera. Donc on est vraiment dans la même idée, de métamorphose et puis de prise en main de sa vie, quoi. Et c'est un livre, je me souviens plus ce qu'il y a dedans, mais j'ai pleuré toute la nuit en le lisant. Et je sais que ça a été le premier pas vers le changement. Donc peut-être ça. Et puis oser dire aussi. Parce qu'en fait, moi je me suis aperçue quand j'ai commencé à parler de mon symptôme, pour moi c'était une horreur. C'était l'horreur absolue. Il n'y avait pas plus honteux, pas plus... Puis quand j'en parlais aux gens, ils me disaient « Ah ouais, ah mince, c'est embêtant, enfin, tu vois, il y avait le décalage entre la vision des gens qui disaient bah oui, c'est une maladie, enfin voilà, et puis en plus c'est une maladie qui fait mal surtout à toi quand même. Ça peut être différent d'autres addictions comme l'alcoolisme qui va beaucoup plus éclabousser. Mais et entre ma vision des choses et le retour que j'en avais des gens, quand j'ai commencé à en parler, je me suis dit ah ouais, d'accord. Il y a un décalage total. Il y a un décalage complet. Ouais. Et puis c'est vrai que le fait d'en parler, ça permet aussi d'être aiguillé parfois. Et comment on parle de ça? On commence par quoi? On dit, voilà, j'ai un problème avec l'alimentation. Est-ce qu'on parle de problème? Est-ce qu'on parle... Comment de toute façon, à part chez les boulimiques vomisseuses où ça va pas se voir et où ça peut durer quand même assez longtemps, quand on a un problème avec l'alimentation, de près ou de loin, ça finit par se voir quand même. Donc les gens sont assez rarement surpris, quoi. Donc oui, ça peut être... Alors après, c'est vrai que moi, je conseille souvent des interlocuteurs qui ont vécu le problème. C'est-à-dire quand vous savez que soit un thérapeute, soit même une personne qui s'en est sortie a vécu le problème, elle va être beaucoup plus à l'écoute et puis surtout, elle va vous voir venir
et elle va pouvoir vous aider dans ce dialogue-là. Parce que c'est vrai que moi, pour avoir rencontré pas mal de gens à l'époque où je cherchais des solutions, quand vous allez voir un psychiatre et qu'il vous donne du Prozac, c'est bien. Ça peut être bien pour certaines personnes. Moi, je ne l'ai pas pris à l'époque. C'était pas ça dont j'avais besoin. J'avais besoin de comprendre ce qui se jouait à l'intérieur de moi et pas de mettre un couvercle sur les émotions. Et peut-être d'arrêter de se définir dans la boulimie. Tu sais, j'entends beaucoup, je suis boulimique. Et non, peut-être j'ai juste un problème avec la nourriture à ce moment-là. Alors ça, c'est vrai que beaucoup de gens qui ont des pathologies, d'ailleurs, c'est leur pathologie. C'est comme les cancers, c'est mon cancer. Non, c'est la boulimie. Moi, je ne suis pas ça. Quoi. Voilà. Vous n'êtes pas la pathologie. La pathologie vous traverse à un moment donné. La pathologie existe. La pathologie, enfin, comme on le disait, elle peut même rester active quelque part à l'intérieur. Mais ce qui est important, c'est de comprendre quels sont les circuits qui vont permettre de ne pas être dans cette pathologie. Les circuits neuronaux, c'est-à-dire qu'il faut faire des passages avec des nouveaux comportements qui vont amener à des résultats différents. Se définir autrement aussi. Oui, il y a une petite phrase aussi que j'aime beaucoup dans ce que tu dis. Alors, il y a deux choses. Je m'approuve. Ça, c'est une phrase que moi j'aime bien m'approuver, tu vois. Alors, je suis pas complètement mégalo, mais c'est vrai. Non, je plaisante, mais je disais ça parce que cette petite phrase, quand moi-même j'ai eu des problèmes de poids, et c'est vrai que je trouve qu'elle a manqué, de se dire ok, j'en suis là aujourd'hui, je sais vers quoi je veux aller, mais pour l'instant tout est parfait et je m'approuve comme ça. Plutôt que de se dire je suis encore nulle, la situation n'est pas parfaite et quand j'aurai ça, je serai plus heureuse. Cette petite phrase, moi je l'ai compris comme ça. Est-ce que c'est comme ça que tu l'expliques? Oui, complètement. C'est-à-dire que c'est à la fois, pour pouvoir changer, il faut à la fois faire preuve de lucidité mentale et effectivement se dire, bah oui, le fait de me goinfrer ou de me remplir, c'est pas mon idéal, c'est évident. Mais en même temps, en ce moment, c'est ce dont je suis capable et c'est ce qui calme mon anxiété là. Je n'ai pas trouvé d'autres solutions pour calmer mon anxiété que ça. Par contre, je continue à regarder devant pour trouver des solutions. Et en attendant, bah oui, je m'approuve parce que c'est quand même un acte d'amour finalement. Parce que c'est ce qui, même si ça ne dure pas longtemps, c'est ce qui fait du bien momentanément. Pour le moment. Voilà. Et je m'approuve, alors c'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Louise Hay, qui est quelqu'un que je trouve extrêmement inspirant, qui a été... qui elle a beaucoup travaillé dans la résilience et beaucoup travaillé dans la pensée positive. Elle a été une des premières à travailler avec des groupes de personnes qui étaient atteintes du sida et elle les recevait alors dans l'Amérique puritaine avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois la maladie, le regard de l'autre, la méconnaissance, etc. Et donc elle recevait ces groupes et elle disait bon, ça va mal, on sait que ça va mal, on sait ce qui va mal, on va se parler de ce qui va bien. C'est-à-dire qu'à ces gens qui étaient obnubilés par la mort, par la souffrance, par la honte, par tout ce qu'il y avait autour de cette maladie à l'époque, et l'enfermement qu'il y avait dans cette maladie, puisqu'il n'y avait pas de solution à l'époque, et ben elle leur faisait parler de ce qui allait bien dans leur vie, et finalement, il y en a beaucoup qui s'en sont sortis, puisque la médecine a évolué, et puis l'accueil de la maladie aussi. Oui, et puis d'apprécier les petites choses du quotidien, au final, on peut se réjouir de plein de choses, je crois. Complètement, et c'est vrai qu'on a besoin de joie, ça fait partie de nos besoins vitaux, on n'est pas fait pour traîner notre misère, et la joie commence par la gratitude, et ça je l'ai beaucoup appris chez Louise Hay, où elle raconte notamment que on peut le matin casser la gueule à son réveil, râler parce que il fait moche, qu'on est trop grosse et qu'on ne rentre pas dans les vêtements qu'on a décidé. Enfin voilà, on a 1000 raisons de trouver que tout va mal, mais on a aussi 1000 raisons de trouver que tout va bien. On peut déclencher son réveil 5 minutes avant, en profiter pour remercier d'avoir passé une bonne nuit, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de l'eau chaude qui coule dans la douche, c'est pas une évidence. Et tout de suite, on va commencer une journée différente. Même s'il y a le trouble alimentaire, même s'il y a ce problème de poids, il y a des tas de choses pour se réjouir. Bien sûr.
Eh bien écoute, on va se réjouir aujourd'hui que vous nous ayez regardé. Moi j'étais ravie de te recevoir, Rosemary. Si tu as des événements, je mettrai donc tous les liens, tout le site internet de Rosemary, et si vous voulez vous procurer son ouvrage, ce sera sous la vidéo. Okay. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? C'était un plaisir, c'est toujours aussi un plaisir de voir qu'on peut aborder ce thème de la minceur et de la recherche de la minceur autrement que par la contrainte et puis par la moralisation. C'est un sujet sensible, c'est un sujet qui ne touche pas d'ailleurs que les gens qui sont en surpoids, il touche aussi ceux qui ont l'impression de l'être. Et c'est vrai que voilà, il y a cette souffrance. Le temps où on souffre est toujours long et moi je dis toujours aux gens que je croise, cherchez quoi. C'est-à-dire que même si c'est pas moi la solution, même si c'est pas mon programme, même si continuez à chercher parce que le temps où on souffre il est toujours trop long. Voilà. Bon, eh bien écoute, on vous souhaite une bonne après-midi mes chers auditeurs. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous la vidéo et moi je vous retrouve dès demain pour une autre interview. Voilà, bye bye. À bientôt, merci.